Donald Trump obligé de retirer le texte qui devait abroger l'Obamacare, un échec cuisant pour le président américain qui en avait pourtant fait l'un de ses principaux arguments de campagne, un revers qui révèle au grand jour les divisions au sein du camp républicain. La visite de Marine Le Pen à Moscou, la présidente du Front National a été reçue au Kremlin par Vladimir Poutine, l'occasion pour elle de plaider en faveur de la levée des sanctions européennes contre la Russie. Les 60 ans du traité de Rome, l'anniversaire sera célébré en grande pompe ce samedi dans la capitale italienne, placée pour l'occasion sous haute sécurité. Les chefs d'État et de gouvernement européens ont eux assisté à une bénédiction papale au Vatican ce vendredi. Bonjour et merci de nous rejoindre sur France 24. C'est donc un échec cuisant pour le président américain un peu plus de 2 mois après son entrée en fonction. Faute de majorité à la Chambre des représentants, Donald Trump a été contraint de retirer le texte qui devait abroger l'Obamacare, un revers qui révèle au grand jour les fortes dissensions au sein du camp républicain. Julie Jargot. Il en avait fait un cheval de bataille pendant sa campagne. Donald Trump doit désormais renoncer à son projet de réforme de la santé. Toute la journée, la Chambre des représentants avait pourtant été le théâtre de tractations pour réunir une majorité. En vain. Quelques minutes avant le vote, Donald Trump demande à Paul Ryan de retirer le texte et de ne pas le soumettre aux voix, s'évitant ainsi une humiliation publique. Nous étions tout proches du but. Il y avait peu d'écart. Nous n'avions pas de soutien des démocrates, aucun vote démocrate. Ils n'ont pas voulu nous donner un seul vote, donc c'est très difficile. Mais je le répète depuis 1 an et demi, la meilleure chose que nous puissions faire désormais, politiquement parlant, c'est de laisser l'Obamacare s'autodétruire. Du côté des démocrates, c'est le soulagement. C'est un grand jour pour notre pays, c'est une victoire pour le peuple américain. Même au sein du Parti républicain, le projet était loin de faire l'unanimité. Avec d'un côté les plus modérés qui redoutaient que le texte ne fasse qu'accroître le nombre d'Américains sans couverture maladie, et de l'autre les plus conservateurs qui, à l'inverse, jugeaient qu'il n'allait pas assez loin. Je ne vais pas vous mentir, c'est un jour particulièrement décevant pour nous. Faire de grandes choses, c'est dur. Nous tous, et moi aussi, nous allons avoir besoin de prendre le temps de la réflexion pour savoir comment on en est arrivé là. La réforme voulue par Donald Trump aurait pu priver entre 24 et 26 millions de personnes d'une assurance maladie. Après cet échec, l'Obamacare reste la loi en vigueur aux États-Unis. La décision de Washington et de Londres d'interdire les ordinateurs portables et les tablettes en cabine entre en vigueur ce samedi. Une mesure inédite qui s'appliquera uniquement pour les vols en provenance de plusieurs pays arabes et de Turquie. Objectif des autorités, limiter le risque d'attentat. Ethan Nagy. Avant d'embarquer pour New York, ces passagers ont été contraints de laisser leurs ordinateurs portables et leurs tablettes en soute. Plus possible de prendre avec soi ces appareils électroniques en cabine. Une mesure qui n'est pas du goût des voyageurs concernés. C'est une catastrophe, surtout pour les gens en classe affaires. On paye un supplément pour pouvoir travailler et désormais on ne sera plus autorisé à le faire. C'est mon ordinateur, il y a ma vie dedans. L'avoir avec moi dans mon sac et savoir qu'il est à côté tout au long du voyage, c'est vraiment important. Des habitudes qu'ils doivent changer dès ce samedi, à la demande des autorités américaines qui invoquent des risques d'attentats. Quelques 50 vols quotidiens de 9 compagnies aériennes sont concernés par cette interdiction, des avions en provenance de 7 pays arabes et de Turquie. Le Royaume-Uni a rapidement emboîté le pas à Washington, interdisant à son tour les appareils en cabine sur les vols depuis la Tunisie, l'Égypte ou encore la Turquie. Pour les responsables de certaines compagnies du Golfe, cette mesure devrait s'appliquer à l'ensemble des pays. Ces appareils en particulier peuvent être transportés dans des avions qui survolent l'océan Pacifique en direction de la côte ouest des États-Unis ou encore depuis l'Europe. Pourquoi nous alors? C'est eux qui ont la réponse. Certains pays comme la France ou le Canada réfléchissent à des mesures similaires pour assurer la sécurité des voyageurs. Les pays concernés comme la Tunisie ou la Turquie dénoncent une interdiction injuste et appellent les Américains et les Britanniques à y renoncer rapidement. Direction à présent l'Égypte où Hosni Moubarak a été libéré ce vendredi. L'ancien président âgé aujourd'hui de 88 ans a quitté l'hôpital militaire du Caire où il a passé l'essentiel de ses 6 années de détention. En 2012, il avait pourtant été condamné à la perpétuité. Florence Gaillard.
Ces soutiens d'Hosni Moubarak peuvent se réjouir. Pour la première fois depuis 6 ans, leur raïs est libre. Au début du mois, il a été définitivement acquitté des accusations d'implication dans les meurtres de manifestants durant le printemps arabe. Il avait pourtant été condamné à perpétuité en juin 2012. Dans une affaire de corruption, il avait aussi écopé de 3 ans de prison avec ses fils Alaa et Gamal. Tous 3 étaient accusés d'avoir détourné plus de 10 millions d'euros pour l'entretien des palais présidentiels. À l'issue de ce procès, le raïs avait purgé sa peine alors que ses 2 fils avaient été remis en liberté. Hosni Moubarak est toujours visé par une enquête pour gains illicites qui l'oblige à ne pas quitter le territoire égyptien. Pendant 30 ans, il a dirigé le pays d'une main de fer, mais le 11 février 2011, il a été renversé par la révolte populaire. Si ce vendredi, il a pu rejoindre sa résidence d'Héliopolis, un quartier aisé du Caire, les chefs des manifestations, eux, sont toujours en prison. On en vient à cette offensive de grande ampleur des rebelles syriens près de Hama. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, ils auraient repris 11 localités dans cette région depuis mardi. Face à eux, les forces gouvernementales appuyées dans le ciel par l'aviation russe. Natacha Milrey, Simon Harding. Les affrontements se poursuivent entre rebelles et forces du régime. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, 15 localités et villages situés au nord de la ville de Hama ont été repris à l'armée de Bachar al-Assad. Hama, un carrefour stratégique pour le régime syrien. La province permet de relier le sud du pays, et notamment Damas, la capitale, à la région de Latakia à l'ouest, fief historique du clan Assad. Les forces rebelles et les djihadistes tentent de séparer les 2 zones afin de contrôler les lignes d'approvisionnement. L'armée syrienne riposte. Avec son allié russe, elle mène des frappes aériennes sur les secteurs repris par les rebelles et tente de stopper l'offensive qui a débuté mardi. Hasard du calendrier, les négociations intersyriennes sous l'égide de l'ONU ont repris ce jeudi à Genève. Mais avec l'intensification des combats, les discussions de paix risquent de rester plus que jamais au point mort. Le groupe État islamique revendique une attaque contre une base militaire russe en Tchétchénie. Le dernier bilan fait état de 6 morts parmi les forces de sécurité présentes sur place. Le président tchétchène Ramzan Kadyrov a promis, je cite, une lutte féroce contre les djihadistes. À 29 jours du premier tour de l'élection présidentielle ici en France, Marine Le Pen continue de forger sa stature internationale. Elle était ce vendredi à Moscou où elle a rencontré le président russe Vladimir Poutine. Si elle est élue la présidente du Front National l'a dit, elle demandera la levée des sanctions européennes contre la Russie. David Gilbert. Un petit salon modeste du Kremlin qui sert à des rencontres informelles. Mais les caméras sont bien là pour immortaliser l'instant. Marine Le Pen a enfin obtenu la rencontre censée lui octroyer sa stature internationale et elle a du mal à cacher son émotion. Merci Monsieur le Président de m'avoir accordé cette entrevue. Vous le savez, je plaide depuis longtemps pour que la France et la Russie reprennent des relations. Une candidate à l'élection présidentielle qui s'engage à œuvrer pour une levée des sanctions européennes contre Moscou. Vladimir Poutine ne peut qu'approuver, même s'il se défend de toute ingérence dans le scrutin. Bien sûr, je sais que la campagne électorale en France bat son plein. Nous ne voulons en aucun cas influencer le déroulement des événements. Pourtant, cette rencontre inhabituelle d'une candidate à 1 mois d'une élection ressemble bien à une offrande faite à la présidente du Front National. D'autant que le pouvoir russe a souvent fait preuve de sympathie envers les mouvements d'extrême droite. Et alors que cette rencontre présidentielle n'était toujours pas confirmée dans la matinée, Marine Le Pen défendait déjà sa vision d'un rapprochement devant le président de la Douma, le Parlement russe. Je souhaite évidemment, et je l'ai toujours dit, que la Russie participe de cette réflexion qui doit être celle des nations libres contre le terrorisme islamiste. Le terrorisme comme trait d'union. Marine Le Pen tient en tout cas son tête-à-tête avec un leader d'une grande puissance après avoir échoué à rencontrer Donald Trump à New York en janvier dernier. François Fillon était lui ce vendredi à Biarritz. Le candidat des Républicains a réitéré ses attaques à l'encontre de François Hollande, qu'il a accusé jeudi d'être à la tête d'un cabinet noir. La seule façon de sauver la gauche, c'est de tuer Fillon. Fin de citation.
Lui fait une percée dans les derniers sondages. Nicolas Dupont-Aignan est désormais crédité de 5% d'intention de vote au premier tour de l'élection présidentielle. Le candidat de Debout la France était l'invité de nos confrères de France 2. L'occasion pour lui d'exposer sa vision de l'Europe. On va l'écouter. Je veux la disparition de cette mauvaise Union européenne pour reconstruire une belle Europe des nations libres, démocratiques et des projets. Donc ce qu'on a fait avec Airbus, donc un Frexit. Non, pas du tout. Ça voudrait dire la destruction de l'Europe. La renégociation, je suis d'ailleurs le seul homme politique, le seul, à avoir rédigé un traité alternatif qui montre aux Français qu'on peut tout à fait construire l'Europe. Vous savez, l'Europe, c'est comme une copropriété. Quand on est copropriétaire d'un immeuble, on ne prend pas ses ordres chez le syndic. C'est le syndic qui obéit aux copropriétaires. C'est exactement l'inverse. Le problème est aujourd'hui que, Alzheimer, par exemple, l'Allemagne finalement n'acceptera jamais cette renégociation. Mais qu'est-ce qu'on en sait ? Le peuple allemand commence à bouillir aussi. Et on ne peut pas construire une Europe allemande. Il faut une Europe des peuples, des nations, une Europe du progrès social. Ce samedi, c'est l'Europe tout entière qui va célébrer les 60 ans du traité de Rome. Le 25 mars 1957, 6 pays européens posaient les fondations de l'actuelle Union européenne. La France, l'Allemagne, l'Italie, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas. Un exploit réalisé seulement 12 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les chefs d'État et de gouvernement de l'Europe des 27 sont arrivés ce vendredi à Rome, une capitale italienne placée sous haute sécurité. Ils ont assisté à une bénédiction du pape François au Vatican. Le souverain pontife les a appelés à la solidarité. Les précisions de notre correspondante à Rome, Natalia Mendoza. Un discours très dense, celui du pape François, qui a évoqué le contexte dans lequel est née l'Union européenne après les années sombres de la Seconde Guerre mondiale. Il a rappelé les idéaux qui ont inspiré les pères fondateurs de l'Europe, qui ont eu le courage pour oublier les querelles et pour créer cette communauté de peuples, cette famille de peuples. Il a exhorté les leaders européens à raviver cet esprit de paix qui est à la base de l'identité européenne et à construire un nouvel humanisme européen centré sur la solidarité et sur la valeur inaliénable de la dignité de la personne humaine. Le pape François a par ailleurs évoqué les différentes crises qui secouent les sociétés européennes. Il a évoqué ce décrochage entre les citoyens européens et les institutions européennes. Et pour faire face, le pape a conseillé aux dirigeants européens d'investir dans le développement, dans un développement humain pour préserver la dignité des citoyens par le travail, par les conditions de vie, par l'accès aux soins. Il a par ailleurs évoqué cette crise migratoire qui secoue l'Union européenne. Pour le pape, l'Europe ne peut pas se permettre de gérer cette crise comme si c'était purement un problème économique ou de sécurité. Il a invité les dirigeants européens à ne pas oublier l'âme de l'Europe, la richesse de l'Europe, a dit le souverain pontife, a toujours été son ouverture, son identité a toujours été multiculturelle, a dit le pape, qui a mis en garde les dirigeants européens contre la tentation de l'égoïsme, de l'isolationnisme et du repli, des paroles qui ont certainement retenti de façon particulière dans cette salle dans laquelle se trouvaient des dirigeants de pays comme la Pologne, la Hongrie, la République tchèque, des pays qui rechignent à appliquer ces appels à la solidarité du souverain pontife vis-à-vis des migrants et des réfugiés. Et c'est déjà la fin de cette édition. Avant de se quitter, ces images du Quai d'Orsay à Paris, le ministère des Affaires étrangères illuminé ce vendredi soir aux couleurs de l'Union européenne. Prochain journal dans 15 minutes.